Youssef qui revient sur les règles prudentielles. Il pense que la gestion des risques pour les produits de la finance islamique sont très différents. Donc, la gestion des ratios prudentiels devrait être différente aussi. Alors, elle est différente, pas pour tout. Elle est différente dans certains produits. En fait, c'est pas qu'elle est différente, c'est que, je le disais tout à l'heure, l'IFSB, Islamic Financial Services Board, qui est l'organisme basé à Kuala Lumpur, qui travaille sur le dispositif prudentiel des banques et des assurances islamiques, d'ailleurs, lui-même repose et s'appuie sur les normes de Bâle. Donc, déjà, il s'appuie sur les normes bâloises, donc les normes conventionnelles, pour la solidité des banques islamiques. Et à l'intérieur de ces normes de Bâle, pour chaque produit, ils ont intégré quelques recommandations en termes de couverture des risques. Okay, donc, oui, il y a certains produits qui sont très spécifiques, comme je le disais tout à l'heure, les comptes d'investissement. Il y a d'ailleurs ce qu'on appelle un facteur alpha qui est laissé à l'appréciation du régulateur pour savoir est-ce que dans les comptes d'investissement, la banque doit avoir les fonds propres pour couvrir la totalité des comptes d'investissement ou seulement une partie ou pas du tout. Comme on l'a dit tout à l'heure, les comptes d'investissement sont des comptes risqués et sur papier, le risque il est supporté par qui? Par le client, mais ça dépend du rôle que la banque elle joue dans le contrat. Si elle dit moi je suis juste un apporteur de savoir-faire, donc la totalité du risque est portée par le client. Donc j'ai pas besoin d'avoir des fonds propres en face. C'est par le client. Maintenant, dans un marché de retail, dans une banque de détail, il vaut mieux, d'une manière générale, que le risque soit aussi un peu porté par la banque. Donc, souvent, les régulateurs, ils placent ce facteur alpha, ils ne le mettent pas à 0, ils ne le mettent pas à 1, ils trouvent un facteur au milieu, mais ce facteur, c'est très, très difficile de le définir aujourd'hui. Il faut laisser le temps au marché de se développer. Et on en reparle dans 2 ans, lorsque toutes les banques auront des ressources, lorsque toutes les banques auront fait plein de financements, et à partir de là, on pourra avoir des indicateurs un peu plus intéressants pour ajuster la réglementation. D'un point de vue pragmatisme, je pense que les autorités ont bien fait de ne pas se lancer tout de suite sur un dispositif prudentiel strictement appliqué, sinon on en a encore pour 2 ans de compréhension, de 2 ans d'études avant d'avoir un texte qui va permettre de le faire. Okay, je dis ça parce que je le pratique avec d'autres banques centrales et c'est vraiment pas facile. Et pendant ce temps-là, bah, le marché il n'avance pas. Donc, laissons le marché se faire. D'ailleurs, les Anglais qui ont 30 ans d'avance en finance islamique par rapport à d'autres pays, les Malaisiens, même dans les Émirats, il y a eu cette approche. Laissons le marché évoluer et ensuite, on voit au niveau réglementaire. D'ailleurs, l'Algérie, c'est ce qu'elle a fait. Hein. Les banques islamiques, elles existent depuis 30 ans, sauf que c'était des banques privées, donc elles représentaient une toute petite part du marché algérien, finalement. Je crois que le secteur privé, dans sa globalité, représente peut-être entre 10 et 15%. Et à l'intérieur de ces 10 et 15%, les banques islamiques représentent peut-être 5 ou 6%. Je n'ai pas les chiffres précis en tête, si quelqu'un peut nous les donner dans le chat. Mais jusqu'à présent, c'était toute petite part du marché. Donc finalement, le régulateur, il n'avait pas, c'était pas un risque systémique sur ce marché-là. Maintenant que les banques publiques veulent faire elles aussi de l'activité islamique, c'est pas le même. On commence d'abord par apporter la première brique réglementaire, on laisse le marché avancer, et puis les autres briques réglementaires, elles vont venir progressivement. Toujours par rapport à la répartition des ressources. Donc, il y en a certains qui s'inquiètent par rapport à la rentabilité des agences, du fait qu'on est amené à répartir les ressources humaines. On a eu une question aussi par rapport aux établissements de leasing. Est-ce qu'il y a obligation aussi de dédier une ressource spéciale pour la finance islamique? A priori, moi je comprends du règlement, oui. Je comprends du règlement qui a insisté sur les ressources exclusivement dédiées. Je comprends que oui. Je comprends du règlement qui dit une indépendance financière et administrative. Je comprends que oui. Et je comprends aussi, je pense que c'est important pour un marché comme le marché algérien qu'il y ait cette distinction. Pourquoi? Parce que il faut pas, ça évite toute confusion justement au niveau de la clientèle. Il ne faut pas que le commercial qui a la possibilité de produit essayer de lui placer aussi un produit conventionnel. Mais ça, ce serait vraiment pas bon pour l'image de la banque elle-même. Le client, il vient pour un produit islamique,
Et le commercial, comme il a des objectifs à atteindre, comme il a peut-être déjà atteint les objectifs islamiques, alors on va lui fixer aussi les objectifs conventionnels. Ben, naturellement, il est là pour ça, il est payé pour ça. De vouloir placer le fait qu'on parle de ressources exclusivement dédiées en tant que front office, c'est important au vu de la réputation et de la crédibilité des opérateurs. Maintenant, back office, je pense que c'est important aussi parce que pour faire des choses bien, pour éviter tout risque opérationnel, surtout dans les banques conventionnelles, dans les grandes banques publiques qui est une grande part du marché, c'est important que les ressources soient dédiées. En tout cas, moi, je le recommande fortement aussi et le règlement va dans ce sens-là. Ça va coûter, mais c'est aux opérateurs d'investir de sorte à ce que les choses soient faites de la façon la plus rigoureuse possible. Voilà. D'autres questions encore dans le chat? Alors, nous avons eu quelques questions, par exemple, sur le Ijara. Donc, il y a Chedli qui pose la question en cas de ristourne de la part d'un fournisseur à la banque. Est-ce que cette dernière en bénéficie seule ou doit en verser la moitié à son client? Dans le Ijara, la banque, elle est propriétaire de l'actif. Donc, si elle bénéficie d'une ristourne, c'est elle qui bénéficie de la ristourne. Elle est propriétaire de l'actif, elle met l'actif en location, le client paye un loyer, il n'a pas de considération sur le coût d'acquisition de l'actif. C'est dans la Molabaha où c'est un peu plus compliqué. Si la remise, elle est faite a posteriori. Parce que la banque, elle doit être transparente sur le coût d'acquisition dans la Molabaha. Si elle a obtenu une remise après coup, bon, c'est un peu compliqué de revenir sur les prix et de réaccorder une ristourne au client. Donc c'est pour ça que c'est mieux, d'ailleurs, en fonction du financement, quand on fait de la Molabaha sur des produits liquides, des produits qui sont disponibles en grande quantité sur le marché, il vaut mieux pas utiliser la Molabaha pour faire ce qu'on appelle du financement consommation. On va plutôt utiliser la Musawama ou la vente avec facilité de paiement dans laquelle, d'un point de vue islamique, le vendeur, le banquier, n'a pas l'obligation d'être transparent sur le coût d'acquisition. Et donc, s'il bénéficie d'une ristourne a posteriori, ben, elle est pour lui et non pas pour le client. Alors que dans la Molabaha, il y a cette obligation de transparence, même si a posteriori, c'est très compliqué de revenir sur la comptabilité, etc. Il y a aussi des considérations fiscales, enfin bref. C'est très compliqué à mettre en œuvre, cette ristourne au niveau du client dans la Molabaha. Mais dans Il y a une autre question de Chedli. Pour la maintenance préventive, exemple vidange, changement de pneumatique, est-ce qu'on peut donner délégation au client? Oui. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait dans la pratique. Pour tout ce qui est de la maintenance courante, c'est à la fois pris en charge par le client d'un point de vue opérationnel, mais même au niveau des coûts, c'est lui qui paye le changement de l'huile dans une voiture, le changement de faire la vidange, changer les pneus, les freins, tout ce qui se consomme normalement et qui est lié à l'usage du bien reste à la charge du locataire, du preneur. Par contre, s'il y a un problème mécanique, la voiture n'avance plus, il y a un problème de boîte de vitesse, ça veut dire que l'utilisation du bien n'est plus disponible. Donc là, c'est la responsabilité du propriétaire dans le contrat de faire en sorte d'honorer son obligation contractuelle, à savoir mettre à disposition le bien au client. Donc là, c'est à la charge du bailleur, enfin du locataire, du loueur, pardon. Très bien. Il y a Zoher qui pose la question, est-ce que le Musharaka peut dans ce cas-là englober les JV entre entités et l'institution financière? D'un point de vue purement terminologique, Musharaka, ça veut dire association, joint venture. Donc oui, il n'y a pas de problème sur ça. Donc simplement pour un banquier de financer une entreprise à travers une JV, ça a plusieurs considérations, plusieurs impacts. On parlait tout à l'heure de l'impact prudentiel. Quand vous financez par Musharaka, il y a des risques qui sont spécifiques à la Musharaka, mais ce sont les mêmes risques qui sont spécifiques à la prise de capital par une banque conventionnelle. Donc là, il y a des considérations de risque classiques. Et donc, voilà. Et plus vous rajoutez à cela toutes les considérations administratives. Les assemblées générales annuelles, le registre, si vous changez de gérant. Enfin bref, c'est assez lourd. C'est pour ça que on va plutôt s'appuyer sur la Musharaka dite contractuelle, plutôt que sur la Musharaka par prise de capital. Surtout si une banque veut vraiment soutenir beaucoup les PME à travers ce contrat-là. Dans la pratique, généralement, la banque classique, enfin la banque de détail, elle ne fait pas trop de Musharaka. C'est un métier, vaut mieux le filialiser d'ailleurs.
Vous avez des grandes banques du Qatar qui ont filialisé l'activité financement Musharaka. Bon, ça, c'est un choix stratégique. Bon, après, chaque banque a, elle, de mettre en place les outils de gestion de risque pour lui permettre de financer au mieux ses agents économiques, que sont les entreprises, et de les soutenir grâce à la finance islamique. Il y a Saïd qui pose cette question. Les coûts de gestion des entrepôts pour le stockage et le conditionnement des marchandises sont-ils inclus dans le cas d'un contrat de salam parallèle? Alors, en fait, dans le contrat de salam et salam parallèle, bon, il n'est pas prévu, là, le salam parallèle, il n'est pas précisé dans le règlement, mais dans la pratique, quand il est mis en place, c'est simple. Moi, j'achète à un coût et je revends à un autre, j'achète à un prix et je revends à un autre prix. Quand je revends dans la deuxième transaction, si j'ai des coûts de stockage, si j'ai, peu importe, c'est à moi de les anticiper à l'avance et de les intégrer dans mon prix de vente. Tout comme les coûts de, je sais pas moi, les coûts d'assurance, il y a beaucoup de choses. Mais simplement, il faut les intégrer, il faut les anticiper, de sorte à, quand vous fixez le prix de vente, vous fixez, votre client, il connaît votre prix de vente. L'acquéreur final, il connaît le prix de vente. Vous n'êtes pas obligé de lui dire qu'est-ce que vous avez intégré dans ce prix de vente. Il y a Abdelma qui pose cette question. En général, les banques conventionnelles obligent les clients de souscrire l'assurance tout risque dans l'achat des véhicules. C'est permis pour le Murabaha. Dans la pratique, je pense en Algérie que ça va qu'il y ait plus d'offres takafoul sur le marché. Voilà. Je pense que parce que c'est important de se couvrir contre ces risques-là, c'est important et pour le client lui-même et pour la banque. Donc là, même d'un point de vue de la charia, je pense que le Conseil des ulama, enfin que le HCI, je pense qu'elle va prendre en compte ce contexte-là de préserver les parties prenantes. Parce que finance islamique, oui, il faut accepter un risque pour gagner de l'argent, mais il ne faut pas non plus prendre des risques démesurés. Et donc, la gestion de risque fait aussi partie de la finance islamique. Quand on a tous les outils islamiques pour le faire, on peut le faire. Parfois, on peut bénéficier de dérogations en attendant que le secteur de l'assurance takafoul se développe. Mais il appartiendra à ce comité charia national de se prononcer sur ça. Moi, je peux pas, j'ai aucune compétence pour me substituer au comité, donc je peux juste donner une appréciation ou un avis de partage d'expérience. Donc voilà, je peux pas vous dire oui ou non. Je pense que ça pourrait se faire, mais il appartiendra au Conseil national. Il y a celui-là qui pose la question, la Moussawama n'est pas reprise sur le règlement. Est-ce qu'on peut quand même l'utiliser? Bonne question. Est-ce qu'on peut ou pas? Le règlement, il est tout frais. Donc, il y a des instructions qui vont venir. Des instructions vont venir clarifier certaines choses qui manquent. Donc, c'est important maintenant pour les opérateurs du marché de faire part à la Banque d'Algérie, justement, de ces manquements ou de ces trous. Donc, la Moussawama, en tout cas, elle est déjà pratiquée sur le marché. Il y a plein de banques qui l'utilisent déjà. Ils appellent ça la vente à tempérament, donc on n'appelle pas ça la murabaha. Elle est déjà là. Elle existe déjà, en fait, la vente, elle est déjà dans le droit algérien. Maintenant, elle n'est pas prévue dans ce règlement. Ce que je disais tout à l'heure, au début de mon intervention, il y a quelques trous dans la raquette et c'est des éléments qui vont certainement être comblés à travers les instructions à venir ou pourquoi pas une mise à jour du règlement dans les mois à venir. Il y a Mohamed qui pose la question concernant l'Ijara. En cas de difficulté de paiement, quels sont les dispositifs à prendre dans les cas similaires? On prend des garanties, tout comme on prendrait des garanties dans le conventionnel. Donc, c'est tout à fait conforme à la charia de prendre des gages, de prendre des hypothèques, de prendre des cautions solides, des cautions de tiers, de prendre quelques loyers à l'avance, le dépôt de garantie. Tout ça, ça existe dans le conventionnel. On peut les utiliser aussi dans l'Ijara. Donc, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Pour Khaled, dans le cas des dépôts d'investissement, le client a-t-il moyen de recours dans le cas d'une contestation de partage des profits? Contester, il n'y a rien à contester. Il y a un ratio de partage qui est prédéterminé. Il y a des résultats qui sont, généralement, les banques, elles sont tenues de publier leurs résultats. Donc, elles sont relativement transparentes. Il y a le régulateur qui est là aussi, qui les contrôle. Enfin bref,
le risque de triche, il est quand même relativement faible. Après, l'être humain reste l'être humain, mais d'une manière générale, il n'y a pas de possibilité de contestation du résultat. Soit on renouvelle, la meilleure manière de ne pas de contester son résultat, c'est d'aller chez un concurrent qui offre une meilleure performance, tout simplement. C'est pas de rentrer dans des considérations judiciaires qui pourraient coûter cher et qui ne seraient pas forcément bénéfiques à la personne qui les saisit, quoi. Enfin, wallahu alam, là, je ne connais pas dans la pratique ce genre de problème, en tout cas sur les comptes de dépôt d'investissement. Il y a Sarah qui pose la question sur le contrôle interne. Est-ce que la fenêtre islamique peut être auditée par la même structure d'audit qui intervient pour la banque conventionnelle? Ça rejoint la même question tout à l'heure sur les ressources dédiées. A priori, sauf interprétation différente ou précision dans les instructions à venir, ce seront des ressources dédiées. Donc, ce n'est pas les mêmes. Alors, moi, je pense back-office, middle et front, ce que je disais tout à l'heure. Pourquoi le coût des produits islamiques est plus cher que le coût des produits classiques? On a dit dollar. Bon, ça c'est lié à la particularité de mise en place des produits islamiques eux-mêmes, qui coûtent plus cher à mettre en place. On en a vu certaines caractéristiques. Donc le coût de mise en place des produits, il est plus élevé que le coût de mise en place d'un produit conventionnel. La banque islamique n'achète pas de l'argent sur le marché interbancaire. Donc, elle n'a pas accès à la liquidité comme une banque conventionnelle. Elle doit recourir à des instruments islamiques elle-même pour se financer ou se refinancer. Donc, il y a toute il y a plusieurs considérations structurelles qui sont spécifiques aux produits islamiques qui font que c'est un peu plus cher. Donc, ce n'est pas parce que le banquier est plus gourmand, c'est parce que la manière dont il fabrique les produits, elle est plus coûteuse pour lui qu'un produit classique. Et comme je le disais aussi, l'accès à la ressource financière n'est pas le même en islamique qu'en convention. Ça, c'est un élément important. Après, parfois aussi, le surcoût, il s'explique par des conditions fiscales. Et là, pour l'instant, on n'a pas encore de texte de la fiscalité algérienne qui parle des produits islamiques, en tout cas pas à ma connaissance. Il y a peut-être des choses qui vont arriver. Ouais. Je n'ai pas eu accès à des textes relatifs à la fiscalité, donc je préfère ne pas me prononcer sur le sujet. Si Nasser est encore avec nous, ou s'il y a d'autres personnes qui ont creusé cet aspect-là, je suis preneur aussi des informations. S'il y a des textes, s'il y a des publications prochaines, on pourra en revenir dessus. Mais là, je n'ai pas, pour l'instant, à ma connaissance de traitement fiscal spécifique aux produits islamiques. Mais il faudrait effectivement que ça arrive. Voilà, je pense que nous avons fait le tour. Merci. Merci à toi. Merci encore, Salem, à toi pour ta disponibilité, pour ce séminaire. Merci à tous et à toutes pour votre présence et votre disponibilité. Je ne sais pas s'il y a encore du monde avec nous. Là, il y a combien de personnes? On a eu quand même un forum très dynamique. On a eu beaucoup de questions, beaucoup de remarques. Donc, en tout cas, nous allons leur transmettre à tous un email avec l'enregistrement. Et ça nous permettra aussi de revoir des questions que nous n'avons pas abordées pendant la conférence. Bientôt, Inch'Allah, et prenez soin de vous, de vos familles. J'espère vous retrouver en bonne santé, Inch'Allah. Merci à toutes et à tous pour votre présence. Merci pour votre fidélité.